Voilà, et pour en parler, je reçois Alioune Badara Fall pour un entretien téléphonique puisque vous êtes à Bordeaux. Professeur Alioune Badara Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, agrégé de droit public à l'université donc de Bordeaux, membre du LAM, ancien directeur du Centre d'études et de recherche sur les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue électronique Afrilex. Merci d'être avec nous pour commenter un tout petit peu ce projet de loi portant révision de la Constitution. Alors, première question. Est-ce que les raisons invoquées dans l'exposé des motifs justifiant ce projet de loi vous paraissent pertinentes, ces raisons? Pour répondre à votre question, alors vous savez, il faut savoir d'abord ce que c'est qu'une révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle, c'est-à-dire une modification des dispositions d'une constitution, c'est quelque chose qui est classique. Le Sénégal a connu beaucoup de révisions constitutionnelles. Je peux même vous donner quelques chiffres, si vous avez le temps. De 1963 à 1900, je ne sais plus combien, quelle date encore, 1984, il y a eu 9 révisions constitutionnelles. De 2001 à 2008, il y en a 4. Il y a eu 4 modifications constitutionnelles. Alors, le problème de la modification constitutionnelle, c'est qu'elle est destinée à adapter la Constitution à l'évolution de la société, du pays, etc. Cette évolution peut être au niveau institutionnel et politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau international, avec la politique étrangère d'un pays, etc. Le but d'une révision, c'est de permettre à la Constitution, donc, de s'adapter en fonction de cette évolution. Alors, est-ce qu'elle est maintenant destinée à l'intérêt général? Donc une adaptation tout à fait objective pour des buts objectifs, ou est-ce qu'elle a des fins politiques? C'est là la grande difficulté pour les révisions constitutionnelles. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire tout de suite si ces motifs sont justifiés. C'est comme pour toutes les autres révisions. Vous savez, il y a eu une révision constitutionnelle en 1983 qui a introduit de la même manière le régime présidentiel tel qu'on le perçoit dans cette nouvelle réforme. Alors, est-ce que ces motifs étaient justifiés ou pas? Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il faut attendre, voir si la révision constitutionnelle telle qu'elle est faite aujourd'hui répond à des intérêts objectifs pour la nation, pour le pays, etc. Ou est-ce que c'est pour des stratégies politiques? Ça, pour moi, je ne peux pas vous le dire. Alors, le président, vous avez lu sans doute le projet de loi. On parle de régime présidentiel. Est-ce que selon vous, au vu des articles qui vont être modifiés, le président de la République ne sort-il pas renforcé de cette réforme avec davantage de pouvoir dans un régime qualifié de présidentiel? Bon, alors, là aussi pour nos auditeurs, je pense qu'il est nécessaire de distinguer, de définir un peu ce que c'est qu'un régime présidentiel, surtout par rapport au régime parlementaire que nous allons quitter. Alors, le régime parlementaire, c'est un régime qui est marqué par deux éléments, il y en a beaucoup d'autres, mais par deux éléments qui concernent la réforme d'aujourd'hui. Le premier élément, c'est que dans un régime parlementaire, il y a ce qu'on appelle le bicéphalisme de l'exécutif. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, pour parler de manière simple, il y a deux personnages. Le président de la République, qui est le chef de l'État, et puis son Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement. Alors ça, c'est un des éléments caractéristiques du régime parlementaire. Si vous voyez cela dans un pays, c'est que vous avez le premier élément du régime parlementaire. Aux États-Unis, qui connaissent un régime présidentiel, il n'y a qu'un individu. C'est le président. Il n'y a pas de premier ministre. C'est la plus grande différence entre les deux. La deuxième caractéristique du régime parlementaire, c'est justement ce qui va disparaître de la nouvelle constitution, c'est que le président de la République ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Et inversement, l'Assemblée nationale ne peut plus renverser le gouvernement, ne peut plus engager la responsabilité politique du gouvernement. C'est ce qu'on appelle, en régime parlementaire, les moyens d'action réciproques. Tu me renverses, je te dissous. C'est pour assurer un équilibre entre les organes. Ces éléments ont disparu. Le Premier ministre a disparu au niveau de l'exécutif. Au niveau des relations entre l'exécutif et le législatif, ces moyens d'action réciproques ont disparu. Donc il reste le président de la République. Il est évident que dans ce cadre-là, il va avoir des pouvoirs un peu plus renforcés, non pas parce que c'est lié simplement à un régime présidentiel, parce que dans un régime présidentiel,
comme aux États-Unis, cela ne veut pas dire que le président a des super pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs qui sont là. Il y a un concret qui est là, d'autres contre-pouvoirs. Mais dans les pays africains, comme au Sénégal, c'est tout autre chose. Il est évident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le président de la République va avoir un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent d'être un peu plus, si vous voulez, avoir un peu plus de prééminence. Je veux dire de prééminence, c'est-à-dire une certaine domination. C'est lui qui va occuper le terrain. Il va conduire et déterminer seul la politique de la nation. Il n'y a plus de Premier ministre. Donc, c'est lui qui nomme les membres du gouvernement. C'est lui qui leur donne les attributions. C'est lui qui met fin à leurs fonctions. Il décide seul de soumettre une loi au référendum. Il décide seul de procéder à une révision constitutionnelle. Donc, autant de pouvoirs très, très importants que lui seul peut faire. Oui, mais maintenant, si... Et puis, après, avec l'application de l'article 16 aussi, c'est-à-dire des circonstances exceptionnelles. Donc, il semble vraiment comme renforcé. Oui. Mais je me demande même, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses ont changé. Si l'on observe bien les relations qu'il avait avec son Premier ministre sous le régime parlementaire passé, est-ce qu'il ne dominait pas toujours le système? Est-ce qu'il y a grand-chose qui a changé? En fait, il dominait le système, mais là, il le domine encore plus, au point où on peut s'interroger sur, finalement, à quoi va servir l'Assemblée nationale véritablement. Ça suffit, l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que d'emblée, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette Assemblée nationale devant un chef de l'État aussi puissant? Je pense qu'il faut faire attention et ne pas du tout, ne pas aller vite. Et savoir que le Parlement est tout aussi utile. Je crois que j'ai entendu tout à l'heure un membre du gouvernement, ou je ne sais plus qui disait que le Parlement peut contrôler l'action du gouvernement. Oui, c'est Abdou, vice-président de l'Assemblée nationale, oui. Je ne connais pas malheureusement, mais très bien, donc je pense qu'il sait de quoi il parle. En tout cas, les ministres peuvent se présenter devant le Parlement, peuvent recevoir des questions orales et écrites et y répondre. Vous savez, tout cela, et puis même le président de la République, il y a l'initiative des lois. Il y a beaucoup d'éléments en réalité du régime parlementaire qui sont restés. Si les députés peuvent entendre les ministres leur poser des questions, etc., en fait, c'est un élément du régime parlementaire qui est maintenu. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont là. Oui, mais ils ne peuvent pas les sanctionner. Ils ne peuvent pas les sanctionner, non, pas par la motion de censure. Ils ne peuvent pas les sanctionner, ça c'est évident. Mais les contrôles, ils ont tous les moyens pour diffuser leur critique, pour tous les moyens, ou bien tout simplement ne pas voter leur loi. Il y a des projets de loi, peut-être que le président va... Mais si l'Assemblée ne vote pas les lois, comme le dit l'article 52, le président peut estimer que le pays est menacé et qu'il faut agir et il peut prendre des décisions. Oui, il prend des décisions en fonction de ce que l'Assemblée, qui est quand même la représentation nationale, prend. Il peut en prendre compte. Il ne peut pas imposer sa volonté parce que c'est lui le président de la République. Vous savez, même quand le président de la République demande à ce que l'Assemblée vote, fasse une nouvelle lecture d'une loi, parce qu'il a envie que la loi change, etc., l'Assemblée peut passer outre si elle vote sa loi au 35e. Donc, je pense que là aussi, c'est une question d'ordre. Je crois que dans tout ce qu'on va dire, ce qui va suivre aussi, dans vos questions peut-être, il faut savoir que, pour moi, en tout cas, la démocratie, ce n'est pas simplement ces règles qui sont modifiées. C'est une question d'homme. Si le président voit qu'une assemblée qui est la représentation nationale est là et veut décider et aller dans tel sens, je crois que son intérêt, c'est pas d'instaurer un bras de fer. Parce que, vous savez, la dissolution, si vous avez un peu le temps, dans le régime parlementaire, quand il y a un problème entre le président de la République et l'Assemblée, en général, dans le régime parlementaire, le président peut dissoudre l'Assemblée pour demander aux électeurs de voter à nouveau. C'est un moyen d'arbitrage, parce que si la population ramène la même Assemblée, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord avec le président. Si elle change la majorité au Parlement, celle-là même qui s'opposait au président, mais ça veut dire qu'elle est du côté du président. Pardon. Mais donc, la dissolution était un moyen d'arbitrage. Maintenant, elle n'existe plus. C'est au président de la République d'avoir assez de tact démocratique pour ne pas s'opposer à la représentation nationale. En tout cas, si elle s'y oppose, qu'elle explique
qu'elle utilise des moyens démocratiques et non pas faire un coup de force. Maintenant, si le projet de loi portant révision est adopté demain, a priori, le projet de loi devrait l'être. Mais si la majorité à l'Assemblée nationale change avec ce nouveau texte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce on court le risque d'avoir un blocage institutionnel ou le président peut quand même gouverner tranquillement? Alors, vous savez, nous sommes là si la majorité demain, on va avoir un régime présidentiel avec des éléments de régime parlementaire. On ne rentre pas dans les détails, mais il ne faut pas penser que certains éléments du régime parlementaire auront disparu. Et on est dans un régime présidentiel, c'est-à-dire parce que tous ces régimes-là sont calqués sur la séparation des pouvoirs, ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs dans un régime parlementaire suppose une séparation assez stricte, fonctionnelle. Chacun est de son côté et fait son travail. Alors, si la majorité change, c'est ça que vous m'avez demandé. Hein? Oui. Si la majorité change, la majorité, normalement, doit pouvoir faire voter ces lois. C'est la majorité qui vote ces lois. Et le président, comme je vous l'ai dit, peut s'y opposer, mais de manière assez restreinte. Hein? Il n'y aura pas de blocage. Aux États-Unis, c'est le cas. Où est le blocage? Il n'y a pas de blocage. Ils sont séparés. C'est le dialogue, c'est la négociation, c'est le consensus, mais il n'y a pas de solution autre que la pratique des hommes dans le cadre d'un dialogue démocratique, mais il n'y a pas de possibilité d'imposer quoi que ce soit de part et d'autre. Très bien. En tout cas, cela peut arriver parce que sont prévus pour 2022. Oui. Sauf s'il n'y a pas une élection anticipée. Oui. Donc voilà, s'il y a une discordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, s'il y a une majorité, si l'opposition occupe le terrain au niveau du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, avec une forte majorité, et là, ce sera une cohabitation comme on la connaît ailleurs, en France notamment, et c'est l'Assemblée qui va plus ou moins dicter sa loi, tout en respectant les prérogatives du président de la République. Et celui-ci doit aussi respecter les prérogatives de l'Assemblée. Et tout dépendra du dialogue, Très bien. Le dialogue politique entre les deux organes. Très bien. Merci beaucoup Alioune Badara Fall pour toutes ces précisions concernant donc le projet de loi portant révision de la Constitution en vue de suppression du poste de Premier ministre qui sera examiné demain en plénière par les députés. Oui, professeur? J'ajouterais qu'il y a une sorte de bizarrerie que nous avons notée. Oui. Mes collègues en ont parlé d'ailleurs. C'est que dans la Constitution actuelle, on a maintenu le gouvernement comme institution à l'article 6. Le gouvernement est une institution, n'a pas disparu, alors que dans un autre article, on parle du gouvernement comme une équipe collégiale. C'est un peu contradictoire. Bon. Sinon, vous m'avez parlé aussi de l'article 52, je crois. Oui. C'est des circonstances exceptionnelles. C'est ça. Lorsque le président de la République peut prendre toutes les mesures en cas de crise, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. On la retrouve d'ailleurs comme disposition dans l'Antiquité, mais surtout dans la Constitution allemande de Weimar. C'est quand il y a une crise profonde. Cette disposition de l'article 52 n'est pas appliquée automatiquement. C'est quand vraiment il y a une crise avec des conditions tout à fait draconiennes que le président peut prendre des mesures de ce genre. Mais c'est toujours à son appréciation, c'est-à-dire qui dit que la crise est grave. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, voilà. Voilà, c'est un problème parce qu'il a en fait, le président peut se lever un matin et dire bon, tel problème c'est un problème quand même grave et tout ça, et il cite il donne des arguments et tout ça et justifie des prises de décision unilatérales. Effectivement, mais en fait il faut comprendre que tous ces pays francophones ont hérité de cet article à travers la Constitution de Gaulle de 58, qui lui-même a été très critiqué à l'époque par Mitterrand, par exemple, qui parlait de cette disposition de coup d'État permanent, en disant que c'est antidémocratique. Effectivement, il n'y a pas véritablement de contrôle, mais on peut dire que l'opinion publique peut être, je dirais, arbitre, parce que si le président prend cette décision, il s'adresse à la nation, il doit demander l'avis de certains organes comme le président de l'Assemblée nationale,
Donc, il y a une certaine publicité dans l'utilisation de cet article. Je pense que la population sénégalaise, comme les autres autorités sénégalaises, sont assez nues pour savoir si les conditions d'utilisation de cet article pour les circonstances exceptionnelles sont réunies ou pas. En tout cas, en France, actuellement, il y a un débat à ce sujet-là et certains proposent même la suppression pure et simple d'une telle disposition qui peut effectivement, si nous n'avons pas un chef d'État lucide et démocratique, qui peut déboucher sur de l'arbitraire. C'est évident. Très bien. Merci beaucoup, professeur Alioune Badara Fall, professeur des universités, agrégé de droit public. Vous êtes en ce moment à l'université de Bordeaux, d'où nous avons donc effectué cette interview au téléphone. Merci encore. Nos auditeurs vous retrouveront tout à l'heure dans le journal en Wolof.